Nous avons à ses côtés Franck Edja, connu sous le nom de Prince Edja. Il est appelé le prince du tourisme en Côte d'Ivoire, directeur commercial et marketing, consultant en marketing touristique. Il a réussi à se faire un nom dans ce milieu. Je vous prie de le recevoir ici sur cette estrade. Kwame Franck Arnaud Edja, merci de l'applaudir s'il vous plaît. Enfin, nous avons un influenceur hors pair qui est bien connu du paysage audiovisuel ivoirien. Il se nomme Paul-Yves Etienne, influenceur, web humoriste, acteur, réalisateur. Merci de l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, le décor est donc planté, les dés sont jetés. Nous allons donc rentrer dans le vif de cette table ronde, bien évidemment. Et avant de parler évidemment de ce que les influenceurs contribuent à influencer la culture de chez nous, j'ai le plaisir de faire intervenir Aïcha, qui fera un portrait plutôt décalé de nos trois invités. Il y a le micro qui est juste à côté, si je ne me trompe pas. Voilà, allez-y. Ok, on va au fur et à mesure s'interchanger. Alors Aïcha, c'est parti pour le portrait si tu le permets. Merci Ben. 3 visages, 3 personnalités différentes, un mode de fonctionnement commun, un succès presque semblable. Nous sommes aujourd'hui accompagnés des enfants des réseaux sociaux, on va les appeler comme ça. Commençons par Paul-Yves Etienne, le génie du court-métrage qui fait trembler Babyhood. Étudiant qui n'a pas froid aux yeux. On oppose généralement aux étudiants en ingénierie pétrolière. On imagine souvent des têtes brûlées, coincées dans les calculs et les équations. Par contre, Paul-Yves Etienne est loin d'être fermé. Ce jeune étudiant de 23 ans a plus d'un tour dans son sac. Pendant que ses camarades de classe s'échinent le projet de fin de cycle, Paul-Yves Etienne, lui, passe son temps à réaliser des courts-métrages qui font un carton sur les réseaux sociaux. Avec des millions de vues, ce génie du 7e art fait déjà trembler. Merci. Ce génie du 7e art fait déjà trembler les gros bonnets d'Hollywood. Oui. Et il n'est pas seulement un réalisateur, un homme. C'est aussi un comédien né. Il n'hésite pas à se mettre en scène, quitte à se ridiculiser, tant que c'est pour le plaisir de ses fans. À 23 ans, Paul-Yves Etienne pourrait bien être l'étoile montante qui fait briller la Côte d'Ivoire. Avec son talent et son humour décapant, ce jeune étudiant de 23 ans est bien parti pour devenir, vous êtes prêts, la nouvelle coqueluche du 7e art africain. Ensuite, on a le prince numérique de Côte d'Ivoire. Derrière ce titre ronflant se cache en réalité un jeune entrepreneur digital, blogueur, influenceur hors norme. Un prince 2.0. Contrairement au prince charmant des contes de fées, notre prince Edja ne chevauche pas de destrier, mais plutôt un smartphone dernier cri. Ses armes de séduction sont, entre autres, son sens aiguisé du marketing digital et sa présence incontournable sur les réseaux sociaux. Le roi du like et du partage. Igoé. Avec des milliers d'abonnés sur YouTube, Instagram et autres plateformes. Ce jeune a réussi à se forger une véritable influence en ligne. Ses sujets de prédilection sont entre autres la mode, la culture pop africaine, le tourisme. Il s'y connaît bien. Véritable caméléon numérique, il passe avec aisance du statut de fashionista à celui de porte-parole de la jeunesse ivoirienne. Un prince pas comme les autres. Loin des clichés du prince charmant, Edja cultive. Il n'hésite pas à tacler avec humour les travers de la société. Un prince résolument moderne qui prouve que la royauté
a aussi sa place dans l'ère du tout numérique. Et enfin, on a la reine des réseaux sociaux. Qui est donc cette mystérieuse Ami Ouattara Kwame qui fait tourner les têtes sur les réseaux sociaux ivoiriens? Derrière ce nom se cache en réalité une jeune femme aussi influente que fascinante. Véritable reine du digital. La reine 2.0 également. Contrairement aux reines de contes de fées, Ami Kwame ne passe pas ses journées à broder ou à attendre son prince ou son roi charmant. Battante et résiliente, elle a su se forger une véritable aura d'influenceuse et d'entrepreneur en ligne. DG Diana Webzine, Ami Kwame met son savoir-faire au service de la femme. Ses sujets de prédilection sont entre autres la mode, les tendances beauté, la culture aussi. Véritable caméléon, tout comme notre prince Eja, Ami Kwame passe avec aisance du statut de fashionista à la reine de la promotion de la femme et de la culture. Loin des clichés de la princesse fragile et délicate, Ami Ouattara Kwame cultive son entourage. Tous les trois rois et reines du like et du partage, avec des milliers d'abonnés captivés par vos styles de vie et vos conseils. Ce qui est intéressant avec vous, c'est que chacun de sa part inculque un savoir-faire à travers ces différents contenus proposés. Vous êtes une génération d'étoiles montantes du numérique et de l'audiovisuel ivoirien et africain. Vous pouvez en être fiers. Merci, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Alors voilà donc le portrait décalé de nos trois invités. On va rentrer de plain-pied dans notre sujet du jour. Mais avant, Paul Yvetien, déjà, je commence par vous. Pour vous, qu'est-ce que déjà être un influenceur? Bonjour à tous. Alors pour ma part, être un influenceur, c'est pouvoir apporter quelque chose à sa communauté sur les réseaux. Créer du contenu, mais pas un contenu vide de sens, un contenu qui peut faire changer les mentalités, un contenu qui peut te faire apprendre des choses de jour en jour, un contenu qui évolue à travers le temps. Et je pense que être vraiment influenceur, c'est être capable de changer les mentalités et apporter de la connaissance à toutes ces personnes qui sont abonnées sur tes réseaux. Voilà. D'accord, je pense aujourd'hui que le thème plus ou moins est galvaudé. Là où vous passez le micro à Ami Kwame, pour vous, avoir un impact déjà, c'est être un influenceur. Quelle est la mission première de l'influenceur déjà? La mission de l'influenceur, pour moi, dépend de ce qu'il a créé lui-même, en fait. Parce que ma définition de l'influenceur dans la communication et le marketing, c'est une personne qui a réussi à créer une communauté autour d'une thématique précise sur le digital et qui diffuse des contenus qui l'intéressent lui déjà, donc qui sont de sa passion, et qui intéressent ces personnes qui se réunissent autour de lui à travers justement les likes, les commentaires et les partages. Et l'influenceur, il est payé par des marques pour faire de la publicité. Donc, déjà pour moi, c'est ça la définition d'un influenceur. Sa mission, pour moi, honnêtement, c'est pas d'abord de l'impact dans le sens où on a besoin d'impacter. Ça, c'est lié à la personne. Donc, si moi, je décide d'avoir une communauté, je décide d'impacter ma communauté positivement parce que j'estime que j'ai, entre guillemets, la responsabilité de ce que je partage. Sinon, l'influenceur, lui, concrètement, sa mission, c'est de partager ses contenus tous les jours, s'assurer que sa communauté comprenne et partage ses valeurs, et aussi s'assurer de gagner de l'argent avec ce qu'il fait. Voilà. Ok. Prince Eja, est-ce que vous partagez le même point de vue qu'Ami Kwame ainsi que Paul Yvetien? D'abord, bonsoir à tous. Donc, je rejoins un peu l'avis de mes amis. Mais je dirais, pour moi, un influenceur, c'est avant tout un passionné. C'est un passionné, mais à l'ère du digital, c'est un griot 2.0. Comme parfois je me définis comme griot 2.0. C'est-à-dire, grâce aux réseaux sociaux, cette personne arrive à transmettre des émotions, transmettre une passion, véhiculer un message, toucher sa niche. Donc ce que faisaient les griots avant, donc ils valorisaient des personnes, ils valorisaient des familles et propageaient la nouvelle tout autour dans le village. Aujourd'hui, à l'ère du digital, c'est pareil. On propage des informations, que ce soit dans le tourisme ou
peu importe le secteur d'activité dans lequel on opère, on propage l'information et la connaissance dans notre communauté. Ok, d'accord. La question du jour qui nous réunit autour de cette table, bien évidemment, c'est de comprendre comment est-ce que l'influenceur contribue à faire la promotion de la culture. Et je pense que le public, plus tard, aura l'occasion justement de poser les questions. On a une personne qui sillonne un peu les différents sièges là pour recueillir les questions. Mais déjà, on continue avec Prince Edja. Comment est-ce que vous contribuez en tant qu'influenceur à faire la promotion de la culture? C'est une très belle question, ça. Je pense que on a combien de temps pour en parler? Alors, 10 minutes, c'est bon, on y va. Je pense que l'impact de l'influenceur aujourd'hui à l'ère du digital sur la culture est énorme. Donc, je prends mon profil par exemple. Créer du contenu et le partager à ma communauté a permis de dénicher et de mettre en lumière des artisans, des sites touristiques qui n'étaient pas seulement, je dirais, méconnus, mais qui étaient méprisés. Voilà. Donc, les influenceurs arrivent à briser et changer le narratif ou le storytelling sur des destinations, sur des services ou sur des produits bien précis. Donc, pour nous, nous apportons de la visibilité, de la crédibilité à un produit auquel nous associons nos images. L'influenceur, il a aussi un rôle très 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 important, celui d'enseigner et d'informer. Donc, grâce à l'influenceur, vous avez la valorisation de la culture à un niveau pas que local, mais à un niveau international. Aujourd'hui, au digital, c'est le monde, on est un village. Voilà. Tout le monde a accès à votre information, à votre contenu, et en temps réel, vous arrivez à changer et à métamorphoser la perception des gens sur la culture africaine ou peu importe où vous vous situez. Dans ce que vous dites, on entend enseigner et transformer. Ami, comment est-ce que vous contribuez? Comment est-ce que vous participez? Par quel procédé arrivez-vous justement à influencer, à changer, à transformer? Déjà, c'est une mission que je me suis donnée quand, il y a 13 ans, je lançais le média. Quand j'ai constaté que justement l'image de la femme africaine était biaisée sur les réseaux sociaux, même pas les réseaux sociaux, il n'y en avait pas encore vraiment, mais sur le web. Et pour moi, c'était très important d'y contribuer en présentant des profils de femmes, mais aussi la créativité de tout ce qui valorise la femme. Donc ça m'a fait sourire quand on a parlé de mode et beauté. C'est une conséquence en fait, puisque tout ce qui est mode, design et tout, c'est des choses qu'on a fait découvrir déjà à des personnes de la diaspora qui ne savaient pas on pouvait avoir en Afrique autant de créativité qui pouvait correspondre à des standards internationaux, autant de femmes aussi qui pouvaient créer, travailler, faire plusieurs activités différentes qui ne sont pas forcément la femme africaine telle qu'on l'a dans le cliché de la femme qui a son enfant au dos, qui a sa marmite sur la tête et qui marche dans la rue, quoique elle est aussi honorable. Donc pour moi déjà c'est une mission de Diana de faire ça, de présenter la femme africaine telle qu'elle est aujourd'hui, comment elle se transforme, comment elle valorise sa culture, même pas comment elle valorise, comment sa culture vit en elle, tout simplement. Donc voilà. Ok, d'accord. Paul-Yves, tiens, on va rebondir avec toi. En même temps, poursuivre également. Aujourd'hui, il y a la question des médias à travers les différentes émissions qui font la promotion de la culture. Vous, qu'est-ce qui fait votre particularité en tant qu'influenceur? Alors, pour ma part, je réalise des formats vidéo basiques, on peut dire avec des vidéos comiques et des vidéos plus élaborées, par exemple avec des courts-métrages. Et culturellement, je pense qu'au niveau de la culture cinématographique de mes courts-métrages, j'arrive quelque part à utiliser des acteurs qui ne sont pas acteurs de formation, mais des personnes lambda que je croise peut-être dans la rue ou que je côtoie, qui peuvent montrer leur talent artistique à travers mes courts-métrages. Aussi, il y a l'aspect de l'écriture qui est beaucoup plus pointilleuse. Par exemple, pour le teaser que j'ai réalisé pour l'Institut français, à la fin du teaser, il y a un tableau. Et dans le tableau, il y a assez d'indices culturels sur l'art. Par exemple, des symboles à décra parmi les racines ou des étoiles représentant l'Union européenne, par exemple. Et je laisse beaucoup de détails comme ça dans mes courts-métrages, pas visibles d'abord d'un premier abord, mais après réflexion et après analyse, je mets beaucoup de ce qu'on a chez nous à travers mes réalisations. Voilà. D'accord, on entend, on comprend hein, bien évidemment l'émission de symboles, d'icônes. Vous, Prince Edja, si le micro est là, vous, qu'est-ce qui fait votre particularité concrètement? Je pense que c'est mon authenticité et la simplicité dans le type de contenu que je produis. Vous voyez, je pense
que les médias ont enjolivé parfois certaines destinations dans le tourisme, on va dire ainsi. Et donc, lorsque les touristes arrivent dans ces destinations, ils sont souvent déçus parce qu'ils ne retrouvent pas peut-être ce qu'ils ont vu sur certains médias internationaux. Alors ce que nous on apporte, c'est la réalité, c'est l'authenticité, c'est l'originalité des espaces, des personnes, du contact avec les humains. Et c'est ça vraiment le tourisme. Et ce genre d'expérience ne peut pas se vivre si vous-même vous n'êtes pas authentique. Voir la bonté et la pureté dans les yeux des gens demande à en avoir en soi. Et donc, vous verrez que moi, dans mon contenu, il y a un peu de tout. Donc, il y a l'humain, il y a l'humour, il y a de l'émotion, il y a de la simplicité, il y a du naturel. Il y a des choses qu'on voit chaque jour en Afrique. Et je pense que c'est ça qui fait la clé de la viralité sur le digital. Ouais. D'accord. J'ai une question. Alors, ma question elle s'adresse à notre prince. Comment est-ce que vous valorisez la culture ivoirienne en Occident précisément? Mon but n'est pas de valoriser la culture ivoirienne à l'Occident. Mon but est de raconter l'Afrique par les Africains, pour les Africains. Ça, c'est mon but précis. Et maintenant, si l'Afrique racontée par les Africains eux-mêmes, avec les codes africains, séduit l'Occident, tant mieux. Si ça ne se dit pas, tant pis. Mais l'idée, ce n'est pas de plaire à un public occidental, c'est de plaire à un public africain. C'est d'abord l'Afrique pour les Africains. Et donc, je pense que je veux traduire ça, parce que se laver dans une cascade, manger un plat qui a été cuisiné par une dame à Ganvier, c'est les Africains, c'est notre quotidien. C'est pas quelque chose, je ne crée pas quelque chose qui n'existe pas. Donc, on ne vient pas regarder Harry Potter chez moi, et donc c'est pas un public occidental forcément que je vise. C'est un public, d'abord une histoire africaine pour un public africain qui peut séduire. Et c'est important parce que c'est ça la culture, c'est notre identité. On ne va pas essayer de la façonner pour plaire à un public, on va essayer de la rendre originale et authentique pour que les gens s'y intéressent. Voilà. Ok, d'accord, merci. Ange. Ma question est adressée à Paul Yvetien. Vous avez parlé tout à l'heure de faire la promotion de la culture. Et lorsqu'on regarde sur votre page de Facebook, on remarque que vous faites des courts-métrages, mais pas en quantité suffisante. Donc, est-ce que vous ne faites pas la promotion de la culture de manière momentanée, en fonction des festivals, en fonction vraiment d'une actualité du moment? Je ne pense pas que vous faites la promotion de la culture de manière habituelle, en fait. Est-ce que vous ne faites pas une promotion de la culture de manière momentanée? Oui, allez-y. Ok, désolé. Alors, la production de courts-métrages est hyper coûteuse. Et c'est un contenu vidéo que je ne peux pas répéter autant de fois que des vidéos comiques que je filme avec un téléphone. Les courts-métrages, c'est beaucoup élaboré. Il y a toute une équipe derrière, il y a des caméras, il y a plein d'acteurs, il y a la location des lieux où tu dois tourner, tout ça. Ça demande beaucoup d'argent. Et par contre, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup de vidéos comiques pour effectivement pouvoir amasser cet argent pour après pouvoir produire un court-métrage. Et je ne fais pas beaucoup de courts-métrages, pas parce que je ne veux pas assez promouvoir la culture, mais c'est une histoire de pouvoir le faire en fait avec les fonds nécessaires. D'accord, alors on va demander au public de derrière de maintenir. Réagir sur son intervention. D'accord, bien avant s'il te plaît. On va demander de faire un peu de silence parce qu'on constate un peu de bruit derrière, afin qu'on puisse mieux écouter ce que les intervenants disent. Pardon. Aïcha, on y va si tu veux. Donc, la question est adressée à Étienne. Donc, c'est un nouveau modèle de business économique pour vous. Oui, c'est un business model. Effectivement, je pense que plusieurs personnes peuvent s'inspirer de ça et ne pas vraiment chercher à essayer de forcément taper à l'œil à des productions. Il faut montrer que c'est possible de le faire. Faut pas si tu as le talent pour faire quelque chose, bah, débrouille-toi pour faire cette chose. N'attends pas de l'aide forcément de quelqu'un. Moi, j'ai commencé depuis 2013 et ça m'a pris presque 7 ans pour pouvoir avoir mon premier partenariat. Et je n'ai pas abandonné en fait. C'est parce que j'avais une vision en tête et je pense que si tu as vraiment une vision, bah, débrouille-toi et fais en sorte en fait, de pouvoir réaliser cette vision. N'attends vraiment pas en fait, la main tendue de quelqu'un. En fait. Il y a vraiment la possibilité de pouvoir se réaliser soi-même. Voilà.
D'accord, bien noté. Alors, il y a une rubrique, c'est à vous, qui bien évidemment va relayer les questions posées par le public aux différents intervenants. Mais avant, déjà, Ami Kwame, si le micro est là, si vous me permettez. Alors, pour vous, est-ce que Ayana Wabzai, dans son fonctionnement, contribue justement à faire la promotion de la culture selon vous? Oui, je pense que c'est pour ça que je suis là. Concrètement, on fait la promotion de la culture à travers les talents féminins, comme je disais tout à l'heure. Donc, déjà en tant que média, on a pris le parti pris de valoriser tout ce qui se fait chez nous. Donc, par les femmes, pas forcément pour les femmes, mais par les femmes africaines. Donc, on part du cinéma, de la mode, des arts visuels, etc. Et on veut vraiment mettre en avant cette créativité africaine parce que c'est ça qui fait notre force. Et surtout que les femmes ne sont pas assez représentées aussi dans ce genre de secteur. Donc, nous, on se dit que notre média a pour objectif de mettre en avant ces femmes-là dans ces différents secteurs d'activité, de donner la visibilité, de pouvoir les promouvoir. D'accord, bien noté. Comme annoncé, il y a la rubrique C'est à vous qui sera l'affaire de Ange Emmanuel, s'il est bien évidemment. Il y a des questions du public, évidemment. La question est adressée à Paul Yvetien. Il y a un spectateur qui demande est-ce que vous pensez que l'utilisation de l'humour permettrait d'influencer les jeunes générations à s'intéresser à des thèmes centraux de la société comme le patrimoine? Comme le quoi? Le patrimoine. Est-ce que vous pensez que l'utilisation de l'humour permettrait d'influencer les jeunes générations à s'intéresser au patrimoine? Alors, ce qui est sûr, en Côte d'Ivoire par exemple, le contenu qui a le plus de vues et qui a le plus d'audience, c'est l'humour. Tout passe par l'humour ici. Et je l'ai bien vu, quand je voulais faire passer des messages, n'importe quel message en fait peut être... Bref, tu peux passer n'importe quel message par l'humour. Ça dépend juste de la manière dont tu vas t'y prendre au niveau de l'écriture. Et je pense que c'est exactement un bon moyen de rétention de la jeune génération au niveau de la vidéo pour qu'ils continuent de regarder la vidéo et qu'à la fin tu leur claques en fait le message que tu veux leur faire passer exactement. Est-ce que vous avez déjà fait des courts-métrages d'humour pour pouvoir valoriser le patrimoine? Est-ce que vous avez déjà fait? Alors, pas... Je dois vraiment penser à tous mes courts-métrages que j'ai réalisés dans toute ma vie. Le court-métrage récent, pas vraiment. Mais j'en ai fait plein avant avec des smartphones. Mais je m'en souviens pas. Ok. Je m'en rappelle pas. D'accord, une deuxième question. Pensez-vous que votre mission d'influenceur va profondément toucher les jeunes au point de se questionner sur leur identité culturelle et sur le rôle qu'ils jouent vis-à-vis du patrimoine? La question À Prince? à Prince. Vous pouvez répéter la question? Pensez-vous que votre mission d'influenceur va profondément toucher les jeunes au point de se questionner sur leur identité culturelle et sur le rôle qu'ils jouent vis-à-vis du patrimoine? Bien sûr, totalement. Je dis, moi en tant que créateur de contenu ou influenceur tourisme africain ou culturel, je dirais c'est ma mission. Et moi je définis l'influence comme la lumière. Donc, la lumière est censée éclairer notre environnement. Donc, éclairer, c'est apporter la connaissance. Donc, lorsque la personne a accès à cette connaissance, forcément, elle est transformée. Lorsque je montre, j'invite des personnes à des festivals comme le Popo Carnaval, qui valorisent la culture à Caen, à Beaunois ou à la Bissa, à Bassam, c'est leur rappeler la beauté et la fierté d'être à Caen, d'être africain. Lorsque tu voyages dans des pays comme au Mali et tu vas sur des traces de la bataille de Kirina, tu vas voir comment on appelle ça, des mosquées à Tombouctou, à Djenné, c'est montrer l'architecture soudanaise et l'ingéniosité, le savoir-faire des Africains. Donc en tant qu'Africain, on appelle, c'est ce sursaut d'orgueil, il a dit non. Notre réalité, notre héritage n'est pas ce qu'on veut nous faire croire. Notre héritage est au-delà de ça, va aux compétences qu'avaient nos ancêtres, qu'avaient nos parents, qui ont bâti telle ville, qui ont mis en place tel artisan, tel art, telle mélodie, tel savoir-faire. Et on doit s'en servir pour pouvoir posséder le futur. Donc ça crée des Africains fiers. Voilà. Ok, en parlant des patrimoines, lors du forum Hérité du futur,
concernant l'atelier 4 et l'atelier 9, conserver son patrimoine, il y a des experts qui ont déclaré que nos musées ne sont plus visités par les jeunes. Alors que vous êtes influenceur, qu'est-ce que vous pouvez faire face à ça? Qu'est-ce que vous faites? Je vais répondre, je vais donner... voilà. Alors, il répond et puis finit à vous prendre la parole. Okay. Voilà, on va tous répondre. D'accord. C'est comme... c'est très intéressant. C'est pareil, moi je pense que je vis ça surtout dans le tourisme, où on me dit souvent le tourisme n'est pas sexy, ou telle destination n'est pas sexy. Donc comment rendre une destination sexy? Donc c'est tout un travail. Si aujourd'hui on se rend compte que les musées n'attirent pas, il y a un problème. Est-ce que c'est le contenu à l'intérieur des musées? Est-ce que c'est le contenant? Ou est-ce que c'est le public qui n'est peut-être pas en adéquation avec le fait d'aller dans les musées en physique? Donc il faut revoir le modèle au fait de la promotion des musées aujourd'hui à l'ère du digital et avec cette nouvelle génération. Je pense qu'on n'a pas à avoir des musées virtuels, on peut faire des vernissages voilà, à distance. Il y a énormément de manières que je trouve que les autorités ou bien les personnes qui détiennent ces établissements ne mettent pas en avant pour attirer le maximum de personnes. Moi, je le vis, je le mets en pratique dans le tourisme. Voilà. Vous considérez qu'il n'y a pas de collaboration entre les personnes qui se chargent du musée et vous, les influenceurs? Ah non, moi je pense... J'ai pas encore été interpellé ou bien associé à un musée en Côte d'Ivoire, voilà. Parce que si ça avait été le cas, je sais que j'aurais trouvé une solution pour attirer du monde vers ces... Pas du monde, mais des personnes passionnées vers ces musées-là. Alors là, je vois Paul-Yves bouillonner justement d'impatience. Alors, quel est votre mot à dire sur ça? Alors il y a de cela 2 ans, j'ai réalisé un court-métrage. Et à l'intérieur du court-métrage, je voulais tourner dans un musée. Je suis allé voir un musée. Le musée était magnifique. J'ai demandé la permission, mais je n'ai pas eu la permission de tourner dans le musée. Tu vois, d'une certaine manière, en fait, c'est pas vraiment... de notre faute à nous pour dire en fait qu'on ne veut pas faire la promotion de ces musées pour ne pas, enfin, c'est pas comme si on ne veut pas inciter les jeunes à s'intéresser au musée, mais c'est que parfois on n'a pas cette chance en fait de pouvoir collaborer, de pouvoir montrer la beauté des musées. Moi par exemple dans ce musée en question où je voulais en fait tourner mon court-métrage, ce musée m'a permis de connaître les symboles d'Adekra. Et les symboles d'Adekra, je les ai mis dans le court-métrage en question, je les ai mis dans le teaser de l'Institut français. Et ça m'a appris quelque chose, il y a vraiment quelque chose à apprendre là-bas, mais après, c'est plus le retour qui n'est pas bon venant d'eux. Ok, donc pour vous, il n'y a pas de collaboration participative. Et à vous, Ami Kwame? Moi, il y a un ensemble de choses, et je suis très, on va dire, factuel et opérationnel dans mes actions. D'accord. Je suis une passionnée de culture, en dehors de faire un magazine, un média féminin, etc. Je n'ai pas la compétence de Prince Edja pour faire du tourisme, mais j'ai visité, je vais vraiment citer le musée des civilisations à Bassam plusieurs fois à titre personnel. Honnêtement, il est mignon ce musée, mais effectivement, comme il dit, il n'est pas sexy. Quand je dis qu'il n'est pas sexy, constatez que l'influenceur, on va dire le créateur de contenu, il met en valeur, il ne crée rien d'extraordinaire. Il valorise ce qui est déjà là. En fait, c'est comme il dit Paul dit qu'il a appris quelque chose. Et quand tu apprends quelque chose qui te touche, tu as envie de le partager. C'est comme ça en fait que l'influenceur fonctionne. Mais si on ne te donne pas envie de partager, tu n'as pas envie. Donc la première chose en fait, c'est pas une question de, il n'y a pas pour accuser les musées, pas les musées, mais musées versus influenceurs. C'est déjà qu'il faut comprendre que toute chose qu'on a envie de promouvoir et que tout créateur de contenu doit valoriser via le digital, il faut que vous donniez envie aux créateurs de contenu de valoriser. Parce que le créateur de contenu, il fait 60% de son contenu, et ça je parle pour ceux qui sont payés, est gratuit. C'est une compétence en fait qu'il développe. Paul Yvetien, je découvre qu'il a 23 ans, donc il y a 7 ans à 19 ans. Pendant qu'il partait à l'école, il faisait des vidéos. Personne ne le payait pour ça. Donc même quand on lui demande pourquoi tu ne travailles pas avec un musée, moi je m'étonne. C'est pourquoi un musée ne l'appelle pas pour le payer, pour travailler avec lui. Parce que ce jeune homme a travaillé gratuitement pendant des années sans qu'on l'appelle. Donc, il faut changer déjà le narratif de les influenceurs ne mettent pas tant en avant, l'influenceur ne met pas si en avant. L'influenceur n'est pas payé à la base pour faire du contenu. Il le fait parce qu'il aime ce qu'il fait, et ensuite il est contacté par des marques pour être payé, ou par des personnes qui lui font confiance pour développer son talent. D'accord. Voilà, donc
concrètement, les musées ou le patrimoine qui doit être mis en avant, il faut effectivement qu'il y ait une volonté de collaboration avec des créateurs de contenu de valeur qui vont maintenant mettre ça en avant. Mais pour cela, il faut aussi écouter le conseil des créateurs de contenu qui comprennent comment les communautés et les personnes voient aujourd'hui les choses. Voilà, Okay. donc écouter les conseils, ne pas juste se dire, parce que le mot influenceur n'est pas un mot sexy. Quand on dit influenceur, on trouve que c'est des gens qui n'ont rien à faire de leur vie. Ils sont là, ils sont sur leur téléphone, ils s'amusent, ils n'ont rien à faire. Et du coup, quand un jeune homme de 20 ans va aller voir un musée pour en parler, je veux filmer, ah, ce gars-là, il n'a rien dans la tête, il a envie de s'amuser. Non, en fait. Donc déjà, la mentalité doit changer sur le sujet de l'influence. D'accord, dans ce que vous dites, on a compris compétences, et là ça nous permet de déboucher sur la deuxième sous-thématique. Est-ce qu'il faut forcément une qualification pour pouvoir faire la promotion en tant qu'influenceur de la culture? Ce que vous appelez qualification, c'est un diplôme, c'est ça? Pas forcément. Est-ce qu'il faut forcément être qualifié en quelque chose, peut-être en diplôme, mais est-ce qu'il faut forcément une qualification quelque part pour pouvoir faire la promotion? C'est un talent qu'on met à l'épreuve. Je prends l'exemple de Prince. Prince, des fois, ça me fait sourire. Il parle de ses vidéos au début et de ses vidéos maintenant. Même nous, au début, on ne savait pas que c'était pourri, ces vidéos. On ne savait pas que c'était nul. On aimait bien. Mais aujourd'hui, je prends l'exemple de Prince. Prince a développé sa capacité à faire des vidéos, des réels, à développer des émotions, etc. Il a travaillé son talent. Donc il avait un talent de base, c'était de pouvoir faire du montage vidéo qu'il a aiguisé en étant sur le digital. Donc en fait, le conseil que je peux donner, c'est pas forcément d'avoir une qualification spécifique, c'est de se lancer, de tester, de regarder que ça marche moins, etc. Et en fonction, on aiguise son savoir-faire. Alors Prince, pour vous? Merci, ami. Moi, je pense qu'on est tous qualifiés. Et parce qu'on est tous appelés à promouvoir notre héritage et à le préserver pour les générations futures. Donc, on est tous ambassadeurs de notre héritage. Ça, c'est un. Et moi, quand j'ai commencé à créer du contenu vidéo, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas si longtemps, j'ai commencé à créer. Et peut-être il y a 3 ans, mes vidéos, franchement, voilà. Mais je me suis formé. Qui veut aller loin, voilà, il ménage sa monture. Donc je me suis formé sur le tas, Google, YouTube, c'est pas pour faire de la promotion, mais bon, c'est sur ces plateformes-là qu'on apprend. Aujourd'hui, il y a les intelligences artificielles qui vous permettent d'améliorer encore la qualité de vos contenus. Mais l'élément le plus important, c'est la passion et la volonté de vouloir passer un message à des personnes. Lorsque vous avez cette volonté et cette passion, les canaux ou les moyens, le format dans lequel vous allez le faire passer viendra. Que ce soit par la photo, que ce soit par les écrits, que ce soit par la musique, par la peinture et autres, ça viendra. D'accord. Alors, il parle de volonté, il y a un micro juste à côté, de volonté, etc. Est-ce que pour vous, pour ces jeunes qui aspirent à être des influenceurs qui font la promotion de la culture, il faut forcément une qualification quelque part? En vrai, non. Hein. Moi, j'ai commencé mes vidéos. Par exemple, pour un exemple, au niveau de mes courts-métrages, mes premiers courts-métrages, je les ai commencés, ils étaient éclatés. Je pense que le premier court-métrage même que j'ai réalisé, j'ai fini de le tourner, je l'ai monté. Moi-même, je l'ai regardé, je ne l'ai pas compris. Donc, bizarrement, je l'ai posté sur les réseaux, je me suis fait descendre, j'ai supprimé le court-métrage, mais je n'ai pas abandonné parce que j'aimais faire ça, tu vois. Je me suis formé, je n'ai pas abandonné, j'ai continué à faire des vidéos, des courts-métrages. Et jusqu'en 2022 même, j'ai eu un prix de meilleur court-métrage fiction à la Nissa. Et j'étais parmi des personnes qui avaient des diplômes en réalisation et moi je suis 100% autodidacte. Et ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment besoin de qualification à l'intérieur. Il faut que tu puisses te donner corps et âme à ce que tu aimes faire, à ce qui te passionne. Et forcément tu vas réussir à faire passer le message que tu veux passer. S'il n'y a pas de formation préalable, comment est-ce que vous pouvez transmettre c'est pas de l'amour de la culture au truc? Parce que si vous n'avez pas de notion, je prends un exemple simple. Si vous n'avez pas de notion de culture, comment est-ce que vous transmettez la culture aux jeunes? Comment ne pas avoir de notion de culture? On est la culture. La culture, elle se reflète dans tout ce qu'on est. Je dis, notre manière de parler, nos positions sur certains sujets, tout est basé sur notre culture. Parce qu'il faut définir c'est quoi votre culture. Moi, c'est le respect que j'ai envers la nature vient de ma culture. Le respect que j'ai envers
comment je dis ça, les personnes âgées viennent de ma culture. Donc on a tous une culture en nous. Donc ça, on va pas à l'école pour ça. Hein. D'accord, Ami veut réagir? Oui, je veux dire aussi aux jeunes étudiants, élèves dans la salle, qu'on a eu tendance à rejeter notre culture pendant des années et des années. Et en fait, à un moment donné, Prince vient de le dire, on est notre culture. C'est pas on est né, mais on est vraiment notre culture. Ça se traduit par toute notre éducation. On n'a pas du tout la même manière d'approcher l'éducation en fait chez nous, et il ne faut pas rejeter ça en fait. Il faut savoir embrasser. C'est pour ça que ce forum est intéressant. Il faut savoir embrasser le fait qu'on ait des influences occidentales, mais qu'on a une culture dans laquelle on est né, qu'on grandit et que ça existe en nous. Donc encore une fois, il faut arrêter de dire je ne suis pas qualifié en culture ou je n'ai pas de culture. Okay. C'est aberrant, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de culture. Chaque être humain a une culture. Et si vous ne la connaissez pas, allez chercher votre identité, commencez par parler à vos parents de en fait comment ça se passe, le mariage, mon oncle, je ne sais pas, les funérailles, le tonton, etc. Commencez déjà par parler à vos parents de votre culture, même avant de suivre les influenceurs, etc. Commencez à parler à vos parents, s'ils sont là en tout cas, mais il faut le faire. Voilà. D'accord. Paul Yvetien, est-ce que le terme aujourd'hui n'est pas galvaudé, selon vous? Le terme aujourd'hui d'influenceur qui fait la promotion de la culture sans forcément avoir une qualification quelque part, est-ce que c'est pas galvaudé? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de formation quelque part? Non, en vrai, il n'y a pas besoin de formation. Je pense que la culture, ce n'est pas une affaire de formation pour parler de la culture ou de promouvoir la culture. C'est l'amour de la chose, d'abord, avant tout. Je pense que si tu aimes ta culture, il n'y a pas besoin que tu ailles te former quelque part pour la promouvoir, pour en parler à quelqu'un, pour faire des panels, pour en discuter. Et je pense que c'est parce qu'on est dans une ère où on pense qu'il faut forcément suivre le même chemin qu'ont suivi peut-être nos parents pour aboutir à quelque chose qui nous fait penser quelque part que quand les jeunes se lancent dans la promotion culturelle, il faut qu'ils aient fait le même parcours que les prédécesseurs avant eux. Mais je pense que c'est en arrivé à un point où il n'y a pas vraiment nécessité de faire ça et tout le monde peut faire. Voilà. D'accord. Aujourd'hui également, les journalistes également sur les réseaux sociaux font la promotion de la culture. Est-ce qu'on ne peut pas envisager une collaboration entre influenceurs et journalistes pour pouvoir atteindre cet idéal-là? Prince? C'est très intéressant ça. Je donnais un exemple. Moi actuellement je suis en train de faire un documentaire. Je ne m'y connais pas, hein. Je suis peut-être un peu comme toi d'ailleurs, je sais monter des vidéos, mais je ne sais pas, je comprends pas c'est quoi un documentaire. J'en regarde mais je ne comprends pas un documentaire. Il faut une introduction, un développement, une conclusion, il faut un montage avec des séquences. Il y a plein de thèmes que je ne connais pas. Et j'ai posté sur Instagram que je recherche des personnes qui savent écrire des scénarios, alors que j'ai déjà tourné, donc bon. Qu'ils m'aident à écrire, en fait, même pour les voix off et autres et tout. Donc, ça peut être une piste de collaboration. On n'a pas toute la culture, on n'a pas tout le savoir en tant qu'influenceur. Le mot influenceur même me gêne. En tant que créateur de contenu, on n'a pas vraiment toutes les connaissances. Vous voyez? Et je pense que vous, qui êtes journaliste, qui avez fait les formations, qui connaissez le b.a.-ba de la communication et tout, ça serait intéressant qu'on arrive à mettre au même diapason nos compétences, nous, notre audimat, nos audiences, notre manière de communiquer, et vous qui êtes les professionnels de ce domaine, pour créer un contenu plus qualitatif qui va toucher une plus grande masse. Voilà. D'accord. Alors peut-être, je sais que Paul Yvetien a peut-être un avis un peu différent sur la question. Non, ils ont tout dit, il a tout dit. Il a tout dit, je suis 100% d'accord avec lui. Donc pour vous, il faut une collaboration entre l'influenceur et le journaliste pour pouvoir créer les... Il a la possibilité, certes, mais est-ce qu'il le faut quelque part? Je suis désolée, je ne suis pas d'accord avec cette question parce qu'il y a différentes façons de parler et donc il le faut, oui ou non, oui, dans des situations comme ça. Non, si moi je parlais d'aller pour le musée.
dans un musée. Je pars dans un musée complètement que je vais faire un rien de 30 secondes. Bon, il ne faut pas. Je n'ai pas forcément besoin d'un journaliste. Par contre, j'ai un média, un site internet dans lequel j'ai besoin de 10 articles par jour. D'ailleurs, je cherche des contributeurs, mais il faut s'associer avec des journalistes. Donc on est obligé de travailler avec eux pour produire du contenu au maximum. L'enjeu, encore, je vais pointer du doigt quelque chose, l'enjeu, c'est surtout que les journalistes s'adaptent à l'ère aujourd'hui, s'adaptent à cette façon de faire des articles, des contenus, parce que moi, je me suis retrouvée dans des situations où j'ai lu des articles. Non, parce que ce n'est pas adapté à la façon dont les gens lisent sur le digital, ce n'est pas adapté à la façon dont les gens vont comprendre, parce que c'est quelque chose, enfin, comprendre un article web. Donc il faut aussi que d'un côté les journalistes comprennent qu'il faut s'adapter aussi à l'ère du temps, il faut penser au futur. J'aimerais bien rebondir sur ce qu'elle a dit. Allez-y. Je renchéris, mais dans l'autre sens. Vous voyez, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez des personnes qui s'autoproclament influenceurs, blogueurs et autres, qui traitent d'actualité et de la vie des gens sur les réseaux sociaux. Je pense que ce genre de personnes-là, les journalistes devraient leur montrer la démarche journalistique. Comment aller à la recherche de l'information. Vous êtes libre critique de parler de la vie des gens, de parler de l'actualité, mais il y a une démarche. Je pense, ceux qui ont fait les études journalistiques, il y a une démarche journalistique. Effectivement. Pour aller chercher la vraie version de l'information et comment la transmettre aussi au public. Et donc, il y a une niche. Ce n'est pas forcément nous, mais c'est vous qui avez déniché un problème dans dans le digital, de nous apporter vos compétences d'experts en communication et en journalisme. Moi, je vais faire des recherches sur Samori Touré. Aujourd'hui, je mets ma casquette de Dora ou bien de chercheur, mais il y a certaines choses que je ne pourrais pas. Parce que vous avez, en tant que journaliste, la méthodologie pour pouvoir questionner les personnes, pouvoir questionner même l'information. Allez-y, allez chercher d'autres sources, la littérature, pour pouvoir nous donner le meilleur contenu. Et associer ça à nous, notre compétence de monteur vidéo, de personnes derrière les écrans, devant les écrans, ça va créer quelque chose d'explosif. D'accord. Alors, c'est vrai, on en parle, mais comment est-ce qu'il est possible d'envisager cette collaboration? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on procède concrètement pour collaborer avec les journalistes? Est-ce qu'il ne faudrait pas créer un cadre de réflexion, un laboratoire où les deux acteurs, les deux parties prenantes vont se réunir et discuter? Envoyez-nous un DM. Comment? Elle dit de lui envoyer un DM. Ok. Non, mais pour moi, il faut simplifier les choses. C'est vrai qu'on a un forum, on est en train de discuter, mais je considère que je parle avec des petits frères. Il faut envoyer des messages aux gens, envoyer des mails, les contacter sur LinkedIn et tout. Je ne dirais pas que ça ne sert à rien de faire un forum ou une table ronde ou une association. Ça pourrait servir à piste de réflexion. Mais en fait, je suis partisane de l'action. L'action, c'est commencer, comme il a dit, vous avez analysé une problématique. Donc, par exemple, vous avez analysé une problématique sur Facebook, comment les sujets sont traités. Vous contactez, soit vous créez vous-même votre page, et que vous êtes journaliste indépendant, donc vous créez votre page et vous traitez les faits comme en tant que journaliste indépendant, soit vous contactez les gens qui peuvent amplifier votre voix. Pour moi, vraiment, il faut agir plutôt que de parler. On parle, on s'assoit, on réfléchit, on parle, on se revoit, on dépense, on boit du coca, on parle. Bon, il faut agir pour moi. Voilà. D'accord, alors nous arrivons malheureusement au terme. Et puis, cette table ronde... J'aimerais interagir un peu. D'accord, rapidement s'il te plaît. C'est juste pour dire que je suis totalement d'accord avec Prince Idja, parce que quand il dit que dans leur domaine, il n'y a pas... il n'y a que la passion en fait. Parce que comme le disait Ami, on ne leur paye pas pour produire du contenu. Donc il faudra respecter ce travail qu'ils font là. Moi j'ai checké un peu sur leurs différentes pages. Sur les différentes pages à tous les trois, c'est incroyable ce qu'ils font. Ils ont du bon contenu. Au départ, je suis sûre que ce n'était pas pour de l'argent qu'ils l'ont fait. Mais par la grâce de Dieu, ça a marché. Donc il faudra les féliciter pour ça. Ils sont applaudis. D'accord, merci. On peut les applaudir s'il vous plaît.
Et donc, je le disais, cette table ronde, on l'a voulu aussi interactive. Donc, on va procéder par un sondage à main levée. Est-ce que vous aussi, vous pensez que les influenceurs contribuent à rendre la culture plus attractive? Si vous le pensez, levez la main. Et si vous ne le pensez pas, alors baissez la main. Est-ce que vous pensez que les influenceurs contribuent à rendre la culture plus attractive? On lève la main si on pense que oui. D'accord, je pense que la majorité. Hein. Donc, ben voilà, bonne chance à vous. Et puis, merci. On peut les applaudir encore le public, s'il vous plaît. Et donc, une dernière question avant de mettre fin à cette table ronde. Comment vous percevez la culture africaine dans 30 ans? La culture africaine. Comment est-ce que vous percevez la culture africaine dans 30 ans? La culture africaine dans 30 ans, je l'aperçois comme je l'aperçois actuellement. Hein. Je l'aperçois forte, identique, mais il y aura forcément un changement. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a des brassages culturels, il y a des mariages, il y a des échanges. On a parlé de colonialité avant-hier. Je pense que tout ça va impacter forcément la culture. Il y a quelques années de cela, dans la culture, on pratiquait l'excision. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Et donc, la culture a mené aussi à grandir et à changer, à s'adapter aux générations de leur temps. Dans 30 ans, ça sera une culture très forte, dominante, mais changeante. D'accord, merci. Alors, on ne pourra pas malheureusement passer le micro, mais bon, on va essayer de mettre fin à cette table ronde. Merci à vous, chers invités, d'avoir assisté à cette table ronde. Et merci à vous encore, cher public. Et puis, on se donne rendez-vous pour d'autres éventuels échanges. Merci.